On va maintenant vous parler d'agriculture, des agriculteurs, de crise sociale et au milieu de tout cela, forcément de politique, puisqu'on arrive bientôt à la mi-novembre et qu'à la mi-novembre, le monde agricole avait menacé, avait prévenu qu'il reprendrait les actions. Colère des agriculteurs, la comprenez-vous ? On vous répond aujourd'hui sur ce thème. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez, vos remarques également. On vous répondra avec nos experts et nos invités. Ce sera à partir de 14h30. Je vous présente d'abord le plateau. Clément Torpier, président des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Mathilde Dupré, co-directrice de l'Institut Veblen, laboratoire d'idées qu'on peut classer plutôt à gauche. André Netto, rédacteur en chef du Au Guardian pour la zone Amérique latine et Caraïbes. On a avec nous également Manon Aubry, depuis Bruxelles, députée européenne, la France Insoumise et première vice-présidente de la commission des affaires commerciales au Parlement européen. Clémence Delabaume, évidemment, pour nous parler d'économie et qui m'accompagne. Bonjour à tous. Et merci d'être avec nous sur France Info. Il y a un point sur lequel on va longuement s'arrêter et qui cristallise cette colère et les très fortes inquiétudes. C'est l'accord envisagé entre l'Union européenne et le Mercosur. Alors, je me tourne vers vous d'abord, Florent Boutet, pour nous en parler. Est-ce que vous pouvez d'abord, Florent, peut-être nous rappeler de quoi il s'agit quand on parle de Mercosur ? On sait que c'est en Amérique du Sud, mais de quoi parle-t-on précisément ? Eh bien, très concrètement, le Mercosur, c'est la zone de libre-échange d'Amérique du Sud, toute proportion gardée. On peut dire que c'est à peu près l'équivalent de l'Union européenne pour le continent sud-américain. Le Mercosur, vous découvrez ici son drapeau, son logo, à côté des drapeaux des pays membres. Et plus précisément, en ce qui concerne la géographie, vous le voyez ici, c'est vrai, c'est bien ancré en Amérique du Sud, autour des deux poids lourds économiques de ce sous-continent, l'Argentine et le Brésil. On rajoutera à cela deux autres pays, l'Uruguay et le Paraguay. Tous ces pays qui sont membres depuis l'origine, depuis la création de cette organisation, c'était en 1991. Et puis, dernièrement, on peut rajouter la Bolivie qui est en cours d'intégration actuellement à cet ensemble. À noter eh bien, qu'un dernier membre, le Venezuela, est actuellement suspendu au sein de cette organisation. Pourquoi ? Eh bien, en raison des problèmes démocratiques liées sur place au régime de Nicolas Maduro. On terminera en disant eh bien, que dans les statuts du Mercosur, il est prévu, en tout cas il est souhaité, que l'intégralité des autres pays d'Amérique du Sud, le Chili, le Pérou, l'Équateur ou encore la Colombie, pourquoi pas, rejoignent un jour cette organisation. Voilà pour le point géographique. Est-ce qu'on peut faire maintenant, Florent, un point économie peut-être ? Quel est son poids au Mercosur ? Alors, il est relatif. C'est bien le quatrième ensemble de la planète derrière l'Union européenne, l'ASEAN en Asie ou encore l'ALEA en Amérique du Nord. Mais c'est seulement 3,5% du PIB mondial, ce qui reste quand même assez faible. Et puis, bon, il y a plusieurs objectifs quand même. Des tarifs extérieurs communs à cet ensemble, ce qui en fait d'ailleurs une zone de libre-échange vis-à-vis de l'extérieur, avec une tentative pour harmoniser les politiques économiques des États membres, des harmonisations aussi en ce qui concerne les législations, un peu comme fait l'Union européenne pour tout un tas de produits, des accords internationaux qui pourraient être négociés aussi. Alors pourquoi pas un avec l'Union européenne, c'est ce qui fait débat, mais il y en a déjà qui existent entre le Mercosur et l'Inde ou le Mercosur et Israël, par exemple pour s'échanger des produits, avec à noter certaines faiblesses quand même, pas de monnaie commune en ce qui concerne cette organisation économique régionale et une pauvreté persistante puisque eh bien, plusieurs de ces pays ont certaines de leurs populations qui vivent très largement en dessous du seuil de pauvreté. Et merci à vous, Florent Boutet. Clément Torpier, quand vous voyez ce Mercosur, j'imagine que c'est le point qui cristallise toutes les tensions. Vous êtes prêts pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est qu'une menace ou pas, mais à ressortir les tracteurs et à tout rebloquer comme on l'a vu l'année dernière ? Bonjour, effectivement, cette question du Mercosur est une ligne rouge pour la profession agricole. On est dans une période extrêmement tendue. Vous le savez, les agriculteurs finissent pour partie les travaux des champs qui correspondent au semis dans des conditions qui sont extrêmement compliquées au vu de la situation climatique. Et dans certains territoires de France, c'est le manque de pluie. Dans d'autres, ce sont les inondations. Et donc, il y a un malaise agricole qui est extrêmement important. Donc là, ce serait la grosse cerise sur le gâteau. Exactement. Il n'y a pas que ça. Alors, je ne sais pas si c'est un gâteau. C'est loin d'être un gâteau. Mais c'est un point supplémentaire qui s'ajoute et qui cristallise toute la profession agricole. Et c'est clairement une ligne rouge aujourd'hui qui ne doit pas être franchie. Ça veut dire que si demain, l'accord UE-Mercosur n'est pas adopté, vous êtes prêt à dire bon, bah, c'est bon, on repart dans nos exploitations et on discute, il n'y aura pas de blocage ?
Non, j'ai pas dit ça. Aujourd'hui, on doit continuer de discuter. Et si cet accord du Mercosur passe, il en va de la survie de nos exploitations avec des importations massives, la question de concurrence déloyale, etc. Enfin, c'est les exploitations agricoles qui vont en périr, mais c'est aussi nos paysages ruraux et aussi le consommateur à travers son alimentation qui risque de se dégrader. Mathilde Dupré, qu'est-ce qui est mis en avant en faveur de ce Mercosur? Qu'est-ce qui est présenté comme, ce serait un accord gagnant-gagnant? Alors, il faut savoir que l'accord UE-Mercosur, qui est en négociation depuis 25 ans maintenant, c'est un accord très large. Il y a un volet commercial et un volet plus politique. Et dans le volet commercial, on a négocié sur l'ensemble des secteurs d'activité, donc pas seulement l'agriculture, point par point, mais aussi la chimie, l'automobile, etc. Donc il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne qui sont très favorables à ce que cet accord soit conclu pour pouvoir augmenter les exportations, par exemple l'Espagne et l'Allemagne, par exemple, allemandes de produits chimiques ou d'automobiles. Et du côté des importations, eh bien, effectivement, on a des pays qui sont des pays agro-exportateurs qui sont déjà des gros pays qui nous envoient beaucoup de denrées alimentaires. Le Brésil est le deuxième pays d'importation de denrées alimentaires dans l'Union européenne, déjà aujourd'hui. Et effectivement, ça pourrait booster encore énormément ces exportations. Mais il n'y a pas une balance, on ne nous dit pas voilà ce qu'on gagnerait, voilà ce qu'on perdrait, entre guillemets. Enfin, Si, clairement, l'agriculture a été une monnaie d'échange dans cette négociation, puisque les intérêts offensifs de l'Union européenne, c'était plutôt dans le domaine de l'industrie, dans le fait de pouvoir ouvrir aussi les marchés publics dans les pays du Mercosur qui étaient moins ouverts que dans l'Union européenne. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent sur ces marchés-là, qui seront très heureux de voir l'accord se conclure. Mais par contre, en contrepartie, il a fallu donner des concessions à ces pays d'Amérique latine. C'est presque un sacrifice. On a sacrifié, c'est comme ça que nos marchés agricoles, c'est la contrepartie, très clairement. André Neto, on a du mal à savoir comment on le voit de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que, côté brésilien, par exemple, on parlait du Brésil, on se frotte les mains de cet éventuel accord? Je ne dirais pas qu'on se frotte les mains, mais c'est vrai que certains secteurs de l'économie brésilienne sont très attentifs au débauchage de cet accord. Par exemple, quand on parle de toute l'industrie agricole au Brésil, toutes les entreprises qui produisent de la viande à l'exportation, par exemple, ces industries-là, elles sont très attentives à des accords de libre-échange et donc très intéressées à ce que cet accord avec l'Union européenne puisse passer dans les mois à venir. Maintenant, il y a un fort lobbying politique ou pas au Brésil? Oui. Parce qu'ici, en France, on a l'impression que tout le monde est contre. Est-ce qu'au Brésil, tout le monde est pour? Dans cette industrie, oui. Par le passé, on voyait que l'industrie, notamment basée à São Paulo, était plutôt contre les accords de libre-échange, très protectionnistes. Mais cette résistance-là, à un moment donné, est tombée. Et je me rappelle d'avoir eu une discussion avec un industriel brésilien qui m'a dit, j'étais avec d'autres journalistes, et il nous a dit, écoutez, si on ne peut pas faire de l'industrie, on fera de l'agriculture. Vous voyez, c'est-à-dire le pouvoir économique au Brésil, et on peut, en attente de cet accord, et il peut éventuellement basculer vers de nouveaux secteurs qui puissent profiter mieux à leurs intérêts. Clémence ? Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet accord de libre-échange ne fait pas que des perdants, il y a aussi des gagnants. Je pense notamment à la filière viticole, qui aujourd'hui est taxée à 27%. Et là, il s'agirait donc de réduire ces droits de douane. Voilà, ça ouvrirait un marché pour la filière viticole française. En revanche, ce qui cristallise, et je parle sous votre contrôle, la colère des agriculteurs, enfin l'une des filières qui cristallise beaucoup d'inquiétudes, c'est évidemment la filière bovine. Parce que là, effectivement, cet accord crée une situation de concurrence déloyale. Et les céréales aussi, j'imagine. Notamment parce que effectivement, on n'a pas les mêmes normes phytosanitaires, il n'y a pas les mêmes normes environnementales dans les pays du Mercosur. Donc ça créerait une concurrence déloyale, et c'est ça, je crois, qui inquiète les agriculteurs français. Manon Aubry, on a l'impression qu'en France, on a du mal à trouver quelqu'un qui est favorable à cet accord UE-Mercosur. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, avec les arcanes de l'Union européenne que vous fréquentez au quotidien,
Pourquoi on peut encore avoir demain cet accord signé en France alors que tout le monde est contre ? La réalité aujourd'hui, c'est que cet accord, c'est probablement le plus important et le plus destructeur accord de libre-échange que n'a jamais signé l'Union européenne. Et on voit que cette fuite en avant de l'Union européenne vers la signature de toujours plus d'accords de libre-échange n'est aujourd'hui pas véritablement questionnée. Je dois vous dire que moi, je préside au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange tels qu'ils soient, parce qu'il faut avoir en tête que cet accord avec le Mercosur s'ajoute à l'accord avec la Nouvelle-Zélande, que sont en discussion l'accord avec le Mexique, avec l'Inde, avec l'Australie. Bref, les quotas dont on parle, qui sont massifs s'agissant du Mercosur, viennent s'ajouter, ont un effet cumulatif et aujourd'hui sont en mesure de détruire véritablement l'agriculture européenne. Et c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'il y a un paradoxe immense entre les discours d'un certain nombre de dirigeants européens, qui plus est après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui consiste à dire qu'il faut relocaliser notre production industrielle, notre production agricole. Et de l'autre côté... Pardon ? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que la France, je ne sais pas si la France est capable de mettre un veto, si plusieurs pays, avec la Pologne par exemple, ou les Pays-Bas peuvent mettre un veto, comment c'est possible ? La réalité, le problème, il est à plusieurs étages. Le premier problème d'abord, c'est que ces négociations se tiennent en toute opacité et c'est un véritable scandale démocratique. Vous l'avez dit, je suis première vice-présidente de la commission des affaires commerciales. Nous avons eu, à ma demande, après des mois de bataille, hier, un premier monitoring group, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon du Parlement européen, qui s'est déroulé à huis clos pour vaguement nous informer de l'état des négociations. Cela fait des années que nous n'avons pas eu la moindre copie du texte en cours de négociation avec le Mercosur. Ce qui place la Commission européenne dans l'illégalité puisqu'elle est censée informer le Parlement européen qui est codécisionnaire. Ça, c'est le premier levier des difficultés, c'est l'opacité des négociations qui rendent difficile un débat démocratique et je vous remercie de consacrer du temps d'antenne à cela parce qu'en réalité, ça fait des mois qu'on alerte et ça a été assez peu débattu et il faut saluer la mobilisation des agriculteurs qui mettent ce sujet aussi à l'agenda. Le deuxième levier de difficulté, c'est que en réalité, la Commission européenne est en train d'essayer de faire un subterfuge juridique pour changer la base juridique de l'accord. Les accords commerciaux, normalement, traditionnellement, les accords de libre-échange, sont statués et adoptés à l'unanimité des États membres. Ce qui veut dire qu'il suffirait d'un seul État pour bloquer cet accord, plus la validation des parlements nationaux. C'est ce qui s'est passé pour le Canada, dont on sait, par exemple, que le Parlement français l'a toujours pas validé. Et là, il y a la possibilité de passer validé. Simplement à la majorité, c'est ça ? Exactement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée. Donc, il faut 55% des États qui représentent 65% de la population européenne. Donc, forcément, un État ne suffit plus à s'y opposer. Il faut rajouter à cela le fait qu'il contourne la validation des parlements nationaux. Et troisième difficulté pour la France spécifiquement, c'est que la France et les ministres, le Premier ministre Michel Barnier, qui sera d'ailleurs en visite à Bruxelles demain, tiennent des grands discours sur leur opposition supposée à l'accord avec le Mercosur, mais en réalité ne se donnent pas véritablement les moyens d'un rapport de force sur la scène européenne pour bloquer cet accord, alors que la France, vu son poids économique, son poids politique, en aurait les moyens. Et que la vérité, c'est que la voix de la France est affaiblie sur la scène européenne, liée à ses déboires budgétaires, liée à son incertitude politique, et qu'aujourd'hui, la voix de la France ne pèse pas autant qu'on pourrait l'espérer, et qu'on ne sait pas dans quelle mesure la France mène véritablement cette bataille en coulisses, alors qu'elle devrait aujourd'hui utiliser de tout son poids, peser de tout son poids pour bloquer cet accord. Mathilde Dupré. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a un vrai problème de logiciel. En fait, ces négociations, elles ont été lancées il y a 25 ans, selon un vieux logiciel de la politique commerciale. Depuis, on a signé l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. On a aussi signé un accord cadre à Montréal sur la protection de la biodiversité. Ce sont des engagements qui aujourd'hui doivent être tenus par tous les États qui ont été signataires de ces accords. Et en fait, dans nos accords de libre-échange, ce qu'on fait, c'est qu'on libéralise pour l'ensemble des flux
de biens et services, quel que soit leur impact sur l'environnement. Et donc, par exemple, ce qu'on a montré, c'est que toutes les exportations automobiles qui sont prévues, pour lesquelles il y aura des avantages commerciaux, eh bien, c'est quel que soit le type de véhicule, quelle que soit la taille, quel que soit le type de moteur. Pareil, on va booster des exportations de produits chimiques, y compris des pesticides interdits qu'on continue de produire dans l'Union européenne et d'exporter massivement vers les pays du Mercosur, parce que, par exemple, le Brésil, qui est le 2e utilisateur de pesticides au monde, et aussi le 2e importateur de pesticides produits par l'Union européenne. Donc, on va comme ça promouvoir beaucoup d'exportations européennes qui sont en contradiction avec nos engagements internationaux. Et en vis-à-vis, on va promouvoir des importations qui, là aussi, vont avoir un impact massif sur la déforestation. C'est les experts qui avaient été mandatés par le gouvernement français en 2020 qui avaient rendu un rapport en disant que rien que pour la viande, la mise en œuvre de l'accord pourrait augmenter la déforestation, le rythme de la déforestation entre 5 et 25% par an pour les 6 premières années de mise en œuvre de l'accord. Donc vraiment, on parle d'impact sur l'environnement et la biodiversité. Mais au Brésil, du coup. Qui peuvent être massifs. Clément Torpier ? Mais je me permets de rebondir. Je pense qu'il est important de donner quelques chiffres qui sont très parlants. C'est 180 000 tonnes de sucre, c'est 100 000 tonnes de viande bovine et 45 000 tonnes de miel. Voilà ce que représente en termes de grands chiffres, les importations qui pourraient être issues de ce Mercosur. Je ne parle pas aussi des biocarburants et toutes ces... Donc c'est quoi la conséquence pour vous ? C'est-à-dire on va avoir un marché avec beaucoup plus d'offres et vous craignez que votre offre soit complètement dévaluée, c'est ça ? Bien évidemment, et il y a une notion de concurrence déloyale, si je puis dire, puisque toutes ces productions, elles ne respectent pas notre cahier de production en France, notre standard de production. Ce n'est pas fabriqué, ce n'est pas cultivé de la même façon. Avec, pour certaines productions, on utilise dans ces pays-là des produits qui sont interdits dans l'Union européenne, interdits en France. Si je prends l'exemple du sucre avec la betterave sucrière, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Aujourd'hui, cette filière, elle est en difficulté et j'ai envie de dire que si demain cet accord est signé, ça sera la mort assurée de la filière sucre. Alors aussi bien pour l'agriculteur qui est producteur de betteraves, mais aussi pour toute l'industrie autour du sucre, de l'utilisation de l'alcool pour les biocarburants. Et là, il y a là également une perte d'emplois qui travaillent dans ces secteurs en lien avec la production agricole en France. Clémence ? On parle de nombre de tonnes, c'est pas forcément très concret pour les gens qui nous regardent. Pour rebondir sur le quota d'importation de la viande bovine, qui est de 99 000 tonnes, il faut comprendre ce que ça représente, 99 000 tonnes. La production bovine européenne, c'est 6,7 millions de tonnes en 2023. La consommation de viande bovine européenne, c'est 6,3 millions de tonnes. Eh bien, ce quota d'importation qu'on impose aux pays du Mercosur, soit 99 000 tonnes, ça représente un steak par an et par personne. Donc, c'est une proportion très faible. Voilà, c'est juste pour se rendre compte de quoi on parle. André Ineto, vous n'avez pas l'impression, en entendant tout cela, que l'Europe est en train d'essayer de donner des leçons aux Brésiliens, des leçons d'écologie, des leçons d'économie ? Comment vous le prenez au Brésil ? Écoutez, ce qui m'étonne le plus dans toute la discussion autour de libre-échange ici en France et un peu partout en Europe, c'est le caractère un peu idéologique de cette discussion. En fait, quand on parle justement du quota d'importation de viande bovine, on voit très bien que l'impact, bien que réel, il ne sera pas aussi dévastateur que l'impact qu'on suppose ou qu'on... C'est ce que dit une étude récente de la Commission européenne. Justement. Mais 5 à 25% d'accélération de la déforestation, ça c'est quand même énorme. 5 à 25%, c'est déjà une fourchette assez large pour une étude que soit vraiment ancrée dans la réalité. Ça... La différence, c'est que si on prend que le morceau noble qui va être exporté vers l'Union européenne, ou si on calcule la viande, la vache entière, dont une partie serait éventuellement valorisée vers les marchés chinois. Je ne suis pas là pour faire la défense de l'accord de libre-échange. J'ai beaucoup de questions par rapport à l'opportunité de cet accord à un moment donné où le monde discute du protectionnisme, le retour de tarifs douanières un peu partout aux États-Unis, en Europe, à l'égard de la Chine.
on peut bien imaginer de la Chine à l'égard de l'Europe et des États-Unis, et donc une guerre commerciale qui commence à voir les jours là. Donc, je me pose des questions par rapport à l'opportunité de cet accord. Je me pose la question de la force du gouvernement français et des institutions françaises et son poids politique au sein de l'Union européenne qui s'est effondré depuis quelques mois. Je pense que notamment depuis la dissolution du Parlement, exactement. Et donc, il y a plusieurs questions autour de cet accord de libre-échange, mais je ne suis pas aussi catastrophique que beaucoup de Français, notamment dans la filière de l'agriculture, le sont. Et je pense que ce débat devrait être un débat plutôt technique qu'un débat idéologique. Et là, on tombe clairement dans le débat idéologique. Et même quand on parle de déforestation, alors évidemment, c'est une question mondiale, mais est-ce que ce n'est pas le problème des Brésiliens d'abord ? Non, mais justement, la forêt brésilienne. L'Union européenne, elle a travaillé depuis 2019 sur un agenda vert très ambitieux, le Green Deal, le pacte vert, dans lequel elle a adopté des législations très importantes, et notamment une législation sur la déforestation importée, en disant les Européens, par leur consommation, se rendent responsables de la déforestation dans des pays tiers. Et c'est notre responsabilité que de s'assurer qu'on trace les produits qu'on consomme et qu'on s'assure qu'ils ne sont pas impactants sur la déforestation. Et bien typiquement, cette règle, elle a été adoptée en 2023, elle devait rentrer en vigueur à la fin de l'année. On parle déjà d'un report pour au moins 1 an, parce qu'il y a eu énormément de pression de la part des pays qui sont impactés par cette réglementation, les pays du Mercosur, mais beaucoup d'autres. Et là, cette semaine, au Parlement européen, vont être discutés des amendements pour complètement démanteler ce texte, l'affaiblir et le vider de son contenu. Donc on voit bien que c'est quand même des questions qui sont fortement imbriquées, et que c'est difficile d'adopter des règles ambitieuses pour dire on essaye de rendre notre consommation plus verte, plus propre, moins impactante, on essaye de rendre notre production plus verte, plus propre, moins impactante, et en même temps on signe des accords qui vont complètement à l'encontre de ces efforts-là. Et c'est cet effort de cohérence qui est très difficile, et si on ne s'y attelle pas, on a des blocages comme ceux qu'on a eus au début de l'année, qui sont des objections quand même assez justifiées, et ça sera difficile de changer, de transformer en profondeur notre système économique et de le faire de façon juste. Donc c'est quand même des enjeux qui sont aujourd'hui massifs si on veut être sérieux avec nos engagements environnementaux. Pour revenir à votre question précédente et rebondir sur ces sujets, je pense que là, pour le coup, il y a la cristallisation de l'argument des autorités latino-américaines au Brésil, en Argentine et un peu partout, c'est que l'Union européenne ou le discours de ONG ou de syndicats, etc., se tourne à chaque fois vers l'argument environnemental, la déforestation, etc. On est tous d'accord pour la protection de l'environnement. On veut tous que l'Amazonie non simplement soit protégée, mais aussi récupérée dans la partie qui a été déforestée déjà. Mais on n'entend pas souvent les mêmes arguments quand on parle, par exemple, de l'importation de vêtements du Bangladesh, la production rivière au Vietnam, en Chine, en Inde ou ailleurs. Et là, ça donne de la crédibilité au discours des autorités latino-américaines quand elles disent, vous voyez, l'argument de l'environnement, en fait, c'est une excuse de secteurs qui sont résistants à cet accord de libre-échange parce que vous avez toujours des mesures différentes pour traiter le sujet. Quand c'est l'Amérique latine, vous voyez la déforestation en Amazonie. Quand c'est l'importation de Chine ou l'importation de biens électroniques qui font aussi mal à la nature ailleurs, on n'en parle pas. Manon Aubry, c'est un débat trop idéologique ? Non, c'est un débat qui est extrêmement pragmatique. Je voulais d'ailleurs répondre à votre journaliste économique en plateau avec qui j'aurais plaisir à échanger pour donner quand même quelques précisions. Quand on parle de 180 000 tonnes de volaille, par exemple, vous n'avez pas parlé de la volaille. Quand on parle de 100 000 tonnes de bœuf, c'est de quotas additionnel à ce qui est déjà échangé avec le Mercosur, et ça va se traduire par une augmentation, selon les chiffres de la Commission européenne elle-même, de 53% des importations de la part du Mercosur, mais ça s'ajoute aussi
à l'ensemble des accords de libre-échange qui ont été jusqu'à présent signés. Et j'insiste là-dessus. Si vous ajoutez la libéralisation des échanges commerciaux avec l'Ukraine, ainsi que l'ensemble des accords de libre-échange qui ont été signés ces dernières années et qui ont prévu d'être signés, oui, on assiste complètement à un dépeçage en règle de notre agriculture européenne. Et j'y vois là un paradoxe énorme qui fait qu'aujourd'hui, on construit notre modèle agricole qui est tourné vers l'exportation. On a près de 44% des surfaces agricoles en Europe qui servent à l'exportation et on importe ensuite des produits de l'autre bout du monde. Mais on est capable aujourd'hui largement, et je parle sous le contrôle de l'agriculteur qui est avec vous en plateau, on a largement les moyens de nourrir la population européenne et il faut pouvoir construire un modèle agricole qui répond à nos besoins. Pourquoi on va aller chercher du bœuf, de la volaille, du fromage de l'autre bout du monde alors qu'on sait le produire en France, en Europe, en plus de bonne qualité, en plus ça permet de faire vivre notre agriculture et évidemment ça a un impact sur le climat qui est bien moindre. On vient d'ouvrir la COP hier en Azerbaïdjan et on place l'impératif écologique au sommet de nos priorités politiques et de l'autre côté on construit un modèle agricole et un modèle industriel qui consiste à importer de l'autre bout du monde ce qu'on sait produire déjà. Et donc je pense que c'est ce modèle là qu'il faut aujourd'hui questionner pour pouvoir relocaliser notre production agricole, industrielle. Donc, en cela, c'est pas du tout idéologique, c'est extrêmement pratique parce que cet j'ai l'impression, et je sais pas si c'est un lien, et vous allez peut-être me le confirmer, mais on a aussi l'impression, Manon Aubry, que dans je sais pas combien d'années, mais il y aura nettement moins d'exploitation agricole en France et que les besoins seront peut-être les mêmes. Il y a déjà énormément d'exploitations agricoles qui sont tuées chaque année. Et si vous prenez le revenu moyen d'un éleveur, notamment, ce sont parmi les agriculteurs les moins bien payés, ils ont déjà du mal à survivre. Et c'est ces professions aujourd'hui qu'on est en train de tuer à petit feu en ouvrant grand nos frontières aux marchandises qui viennent des quatre coins du monde. Alors que, j'insiste, on est capable largement de nourrir la population européenne avec notre agriculture qui pose évidemment d'autres questions. En plus du libre-échange, se pose la question d'une juste rémunération qui est posée aussi par les agriculteurs dans le mouvement social. Mais je pense que les deux vont de pair. On doit produire en Europe ce dont nous avons besoin et on doit rémunérer à des prix décents plutôt que de laisser notre agriculture dans les mains de quelques multinationales qui essaient de comprimer les prix un maximum parce que le marché agricole, notamment au Brésil ou en Argentine, il est aussi détenu dans les mains mises de quelques multinationales qui ont énormément de pouvoir. Il y a eu des scandales de corruption aussi, des inspecteurs sanitaires notamment au Brésil. Donc concrètement, on a des grandes entreprises multinationales qui corrompent le système de contrôle sanitaire. Et aujourd'hui, l'Union européenne va se reposer sur ce système de contrôle sanitaire. On marche complètement sur la tête et la Commission européenne a reconnu elle-même, il y a quelques semaines dans une enquête, à travers un audit, qu'ils ne peuvent pas garantir que le bœuf exporté depuis le Brésil ne contient pas de l'œstradiol, qui est une hormone qui est interdite et qui est cancérigène et qui est interdite dans l'Union européenne. Donc on interdit des substances dans l'Union européenne, mais on va importer des produits du Brésil ou d'Argentine qui ont été produits avec ces substances. Donc on voit aujourd'hui que évidemment, on ne pourra pas demander aux agriculteurs de suivre ces normes si ces mêmes normes ne sont pas appliquées aux produits qui entrent dans l'Union européenne. Et c'est bien là tout l'enjeu. Juste Manon Aubry, après je vous libère parce que vous devez auditionner Stéphane Séjourné dans 3 minutes tout pile. Exactement. Est-ce que vous allez le questionner sur cette question du Mercosur ? Oui, parce que Stéphane Séjourné, qui est le candidat commissaire nommé par la France à la Commission européenne, il a dans son portefeuille, un portefeuille assez large de vice-président, il a la question de l'industrie, de la compétitivité et derrière de la localisation de notre production. Donc je vais l'interroger sur les paradoxes qu'on évoquait en début d'émission, à la fois sur la volonté affichée de l'Union européenne de relocaliser notre production en signant à tour de bras des accords de libre-échange, mais aussi sur la saignée sociale, industrielle à laquelle on assiste. Et on voit que ce qui est en train d'arriver à l'agriculture, c'est ce qui est arrivé aussi à l'industrie ces dernières années et ces dernières décennies. On perd peu à peu notre capacité de production agricole et industrielle en France et en Europe. Et
face à ça, on a une Union européenne non seulement impuissante, mais qui organise, qui orchestre cette perte de souveraineté industrielle et agricole. Et ça tombe bien, c'est précisément le périmètre de Stéphane Séjourné que je vais donc questionner et interroger sur ce sujet et surtout à qui je vais demander des comptes parce que je pense que ceux qui souffrent, les agriculteurs mais aussi les ouvriers dans les industries de cette perte de souveraineté, aujourd'hui veulent leur demander des comptes, donc on sera leur porte-voix. Merci Manon Aubry, donc depuis Bruxelles, députée européenne, la France insoumise. Je crois que tout le monde voulait réagir en plateau, peut-être Clément Torpier d'abord. Merci. Moi, j'aimerais revenir à plusieurs années ou quelques mois face à ce qui s'est passé avec le Covid. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique de notre pays. Les agriculteurs ont été placés au cœur de cette souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, la France agricole, elle a continué de tourner, d'alimenter les supermarchés. On s'est rué d'une certaine façon en organisant une pénurie sur le dernier paquet de pâtes, le dernier paquet de riz qui restait dans les supermarchés, et on a tenu. Et on s'aperçoit que cette souveraineté agricole, c'est peut-être l'une des dernières productions économiques qui marchent encore en France. Mais quand on disait qu'il allait y avoir de moins en moins d'agriculteurs en France. Justement, aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, il y a 50% des agriculteurs qui vont être en âge de prendre leur retraite. Et donc, cette jeune génération, ces nouveaux agriculteurs, on doit les accompagner. Pourquoi pour produire plus et compenser les 50% qui partent ? Alors, c'est continuer à produire, déjà. Et on a souvent appelé de nos voeux un changement de logiciel. Comment voulez-vous engager un jeune dans cette profession en disant « tu vas produire plus vert que vert et face à toi, on va importer du poulet, du bœuf, du miel qui ne respectent pas les conditions dans lesquelles tu produis ce même produit en France ». On marche sur la tête. Aujourd'hui, aucun jeune n'a envie de s'installer dans ces conditions-là, de reprendre une exploitation. C'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, alors il y a la question du Mercosur, mais il y a aussi toute la question autour de la simplification agricole, les promesses qui avaient été faites par l'ancien gouvernement. Aujourd'hui, ce monde agricole va mal et voilà, on a besoin vraiment d'un changement de logiciel, que le gouvernement prenne ses responsabilités si on veut conserver une agriculture qui est en capacité de répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique de notre pays. Clémence ? On parle du Mercosur là depuis une demi-heure, mais la vraie question en fait derrière ce débat, c'est la question de la rémunération des agriculteurs. Vous en parliez il y a un instant. Effectivement, on en parlait il y a quelques mois, mais le problème n'est absolument pas réglé. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, le revenu moyen d'une exploitation agricole, selon l'INSEE, c'est 52 400 € sur un an. Sur ces 52 400 € sur un an, il y a seulement un tiers qui vient de l'activité agricole. Les 2 tiers restants, c'est en général l'activité du conjoint, ou alors le deuxième métier de l'exploitant agricole, ou alors des revenus issus de la location de terre. Donc, il y a vraiment un problème de rémunération des agriculteurs, vous en parliez, et si bien qu'aujourd'hui, il y a 18% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 4 points de plus que le chiffre qu'on observe au niveau national. Donc ça, il va falloir prendre le problème à bras-le-corps, et c'est notamment l'enjeu de la loi d'orientation agricole qui doit être examinée de nouveau, qui a été suspendue avec la dissolution et dont l'examen doit reprendre a priori début janvier. André Netto. Je trouve qu'il y a plusieurs sujets là. Déjà, pour rebondir sur votre point que je trouve très pertinent, je pense que la vraie discussion autour de traités de libre-échange n'est pas forcément sur ces traités-ci, mais sur les traités en général. C'est justement le fait du parallélisme, de l'équivalence en fait de normes entre différents pays qui composent ces accords qui participent à ces accords de libre-échange. Ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour l'industrie, ça vaut pour n'importe quel service. D'ailleurs, c'est le défaut inné des accords de libre-échange. En fait, c'est l'argument qui sera toujours là quand on va discuter des accords de libre-échange. Et ça pourrait... c'est valable pour l'industrie des biens et services, c'est valable pour l'agriculture, c'est valable pour l'industrie automobile. Quand on entend, par exemple, parler de la concurrence
quand des agriculteurs français disent c'est pas possible, on ne peut pas compétir avec un agriculteur brésilien, mettez-vous en place d'un agriculteur brésilien, un Argentin, un petit agriculteur qui dira on ne peut pas compétir avec vous parce que vous êtes subventionné par l'Union européenne. Les arguments des uns et des autres, ils se font face et c'est un match nul quand on arrive avec des arguments parce qu'il n'y a pas que des grosses exploitations au Brésil, c'est ça? Ou en Argentine, ou au Chili. Et déjà, pour rebondir sur l'argument de Manon Aubry, je trouve plutôt drôle quand j'entends Manon Aubry parler de corruption au Brésil. Ça, un député de gauche au Brésil dirait que c'est un argument absolument colonialiste et insupportable à notre époque, puisque on attribue toujours à la corruption aux autres, toujours la corruption en Amérique latine, toujours la corruption au Brésil, comme si jamais il n'y avait pas de corruption ou de lobby ou des actions de pression en Europe aussi. Donc, tous ces enjeux, ils sont extrêmement compliqués. Je pense qu'il faut plonger sur ces traités et bien vérifier quels sont les pros et les contre de cet accord. Pour le coup, je suis d'accord avec Manon Aubry, on en sait très peu de cet accord. Les détails de cet accord, ils sont secrets, ils sont tenus... peut-être là le vrai problème. Voilà, c'est peut-être là le vrai problème. Et là, on rentre dans une discussion qui n'est pas une discussion sur des faits établis, sur des termes établis dans des contrats de traités de libre-échange, mais plutôt dans le discours idéologique qui peut être pertinent ou pas. Mathilde Dupré. Pour le coup, on a épluché les textes tels qu'ils avaient été publiés en 2019, et c'est quand même sur la base de ces données-là qu'on a publié un certain nombre d'analyses, qu'on a aussi alerté la médiatrice de l'Union européenne sur le fait que l'étude d'impact sur le développement durable conduite par la Commission européenne avait été rendue après la conclusion des négociations de 2019 sur les grands équilibres du texte, et donc n'avait pas pu être pris en compte véritablement. Et d'ailleurs, la médiatrice de l'Union européenne avait sanctionné la Commission en disant que c'était un cas de mauvaise administration de la part de la Commission. Et il y a quand même des grandes différences. Vous parliez des tailles. On trouve quand même dans le domaine céréalier des exploitations au Brésil qui font la taille d'un département français. Donc on est quand même sur des systèmes et des échelles qui sont de fait très, très, très différents. Et après, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a certainement d'autres moyens de nouer des partenariats et d'avoir des relations géostratégique et de solidarité avec ces pays et cette région du Mercosur pour échanger des technologies, pour financer des choses utiles pour la décarbonation et pour l'atteinte de nos objectifs, etc. Ça passe pas nécessairement par de l'accès au marché. Et il y a des pays qui se sont détournés de ces négociations d'accords de libre-échange, qui considèrent que finalement, peut-être on a déjà été suffisamment loin dans la libéralisation des échanges. Aujourd'hui, les États-Unis n'en font plus. Et Trump avait arrêté, mais l'administration Biden n'avait pas repris d'agenda de négociations commerciales et sont passés sur de nouveaux types de partenariats avec des pays tiers. Donc voilà, on peut aussi s'interroger sur cette course effrénée de l'Union européenne à toujours vouloir conclure de nouveaux accords sans changer le contenu de ces discussions. Un argument qu'on entend souvent est celui-là de la taille des entreprises agricoles brésiliennes. On dit on ne peut pas concurrencer ces genres d'entreprises. Mais on ne va pas se poser la question par rapport à Danone ou à d'autres grosses entreprises agroalimentaires françaises qui vont aussi profiter de ces marchés, de cet accord de libre-échange, ou on ne va pas se poser la question de grosses entreprises multinationales de l'industrie française, Airbus, Renault, Peugeot et autres, qui vont aussi profiter de ces marchés. Pourquoi la taille des entreprises est un problème quand on parle des entreprises du monde rural brésilien, et à l'inverse, c'est pas un sujet, on n'en parle pas. Juste pour renforcer mon point, je suis pas favorable forcément à cet accord de libre-échange. Je suis là un peu pour vous défier à tous de réfléchir un peu plus, d'aller au-delà dans cette réflexion de libre-échange et de sortir des cases idéologiques, parce que ça ne répond pas à la complexité du sujet. Bon, et cette question intéresse évidemment et particulièrement la colère des agriculteurs. La comprenez-vous, cette colère? On vous répond sur cette question tout de suite sur France Info. Vous posez vos questions et nos experts, nos invités vous répondent. Séverine Larouille, des questions?
Et oui, beaucoup de questions, notamment celle de Jean-Luc, à propos du pouvoir d'achat. Jean-Luc, il se demande si j'achète par exemple des pommes qui sont récoltées à 8 km de chez moi. Je les paye 3 fois plus cher que des pommes qui ont pris l'avion outre-Atlantique et qui sont aussi bonnes, voire meilleures. Je suis pour l'importation des produits du Mercosur, mais comment expliquer que les produits locaux soient plus chers ? Car comment expliquer que les produits locaux soient plus chers ? Pourquoi devrions-nous les défendre, Clément Torpier ? Pourquoi on devrait défendre nos produits locaux et pourquoi sont-ils plus chers ? C'est ce que Jean-Luc nous demande. Alors déjà, le patrimoine français autour de la gastronomie, du produit agricole français, c'est quand même quelque chose de très important. On a le premier salon, si je puis dire, qui est le salon de l'agriculture, et c'est bien justement pour mettre en avant ces produits agricoles. Et là, je reviendrai à une forme de concurrence déloyale pour ramasser des pommes, en l'occurrence cueillir des pommes. Ça se fait de façon manuelle. Ça nécessite donc de la main-d'œuvre qualifiée sur une période donnée précise. Et aujourd'hui, ce coût de la main-d'œuvre, il est extrêmement important en France comparativement à d'autres produits, et donc de fait cette production se retrouve plus chère sur un marché. Voilà, donc c'est une forme de concurrence déloyale, mais c'est également aussi un savoir-faire. On a des pommes qui les agriculteurs, les arboriculteurs aujourd'hui se retrouvent dans l'impasse techniques pour protéger leurs vergers face à des développements de maladies et doivent employer des cultures alternatives. La production de pommes diminue et pour pouvoir conserver un revenu, si je puis dire, satisfaisant, correct, le prix de la pomme est forcément plus important. Oui, sur ces différences de prix. Moi, je voulais juste signaler que quand on regarde toutes les données qui ont été compilées par l'EFSA, donc l'autorité européenne qui regarde les questions sanitaires des aliments, ils avaient trouvé que dans 12% des échantillons d'aliments testés en provenance du Brésil contenaient des traces de pesticides interdits dans l'Union européenne. Et ce n'est pas le cas seulement du Brésil, c'est le cas d'énormément d'autres pays tiers, mais c'est aussi une des raisons qui explique que ces divergence de prix in fine. Et ça, souvent, le consommateur français et européen le sait trop peu. André Neto, les pommes qui viennent d'Amérique du Sud, elles sont plus contaminées par des pesticides que celles qu'on vend en France ou qui sont produites en France ? Je ne pourrais pas m'en prononcer, mais je me demande pourquoi on ne fait pas la pression sur l'Union européenne pour bloquer l'exportation de ces produits qui sont dangereux pour la santé alors. Mais on le fait, on porte plainte contre l'État français et justement, on ne voit pas la même résonance de cette cause-là. Alors, mais pourtant, on y met la même énergie, je vous l'assure. Alors, c'est la question justement d'Ali. Ali, il vous demande, les agriculteurs européens, dans leur majorité, ne veulent pas des accords du Mercosur. Pouvez-vous nous dire pourquoi l'UE fait la sourde oreille ? Alors, pourquoi l'UE fait la sourde oreille ? Sur ce sujet-là, je pense qu'il y a des vraies divergences d'approche entre les États membres. Déjà, évidemment, entre ceux qui ont une agriculture forte et les autres. Et puis, il faut quand même voir qu'il y a eu, on disait souvent, c'est la France qui est la plus réticente. Il y a quand même eu des pays qu'on n'attendait pas trop sur ces enjeux-là, qui se sont beaucoup mobilisés, notamment le Parlement aux Pays-Bas, à de nombreuses reprises depuis une dizaine d'années, le Parlement en Autriche aussi. Enfin, il y a des pays qui n'étaient pas du tout dans le camp des plus protectionnistes, comme on dépeint souvent la France, qui ont aussi pris des positions très, très critiques. Et après, il y a évidemment la Belgique, l'Irlande et d'autres, et maintenant la Pologne qui expriment des inquiétudes. Donc, c'est quand même un débat qui traverse un peu toute l'Europe. Alors, Jérémy, l'une de nous demande, ne pourrait-on pas mettre une norme NF ou CE comme les produits manufacturés pour réduire l'inégalité de qualité ? Clément Torpier, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, auquel vous avez pensé ? Aujourd'hui, il existe déjà des signes de qualité sur un certain nombre de produits agricoles qui ne sont pas transformés. On a aussi des appellations protégées à travers, par exemple, le célèbre fromage de Brie, des choses comme ça qui sont aujourd'hui, si vous voulez, assez bien identifiées, valorisées, mais ça regroupe pas l'ensemble des productions. Est-ce que de mettre une norme supplémentaire avec un petit label, ça suffit ? Je sais pas, j'en doute.
Claire S., elle se demande comment pourrons-nous, en tant que consommateurs, reconnaître ces produits d'exportation qui ne respectent pas la réglementation en France pour ne pas les acheter, ne pas les consommer et surtout soutenir nos agriculteurs français, Mathilde Dupré. Alors c'est souvent difficile parce qu'on a des obligations d'indication d'origine sur certains types de produits, notamment des produits frais, mais dès qu'on est sur des produits transformés et autres, c'est beaucoup moins le cas. Donc non, c'est là où c'est très difficile pour le seul consommateur de faire ce genre de choix et que c'est aux autorités publiques que d'organiser les choses pour qu'il n'y ait pas sur les étals des supermarchés des produits qui ne respectent pas les règles de sanitaire. Est-ce que ce serait moins cher Ce serait moins cher ces produits ou pas, qui arriveraient d'Amérique du Sud? Aujourd'hui, il serait certainement moins cher dans le sens où le transport est finalement assez peu cher dans le coût d'un produit final. Et c'est plutôt les normes de production et après le coût du travail, la main-d'œuvre, etc., qui impactent le plus le prix du final. On répondait à la question de Jean-Luc. Marie, elle demande, ça c'est intéressant, c'est pour vous André Ineto, pourquoi l'Espagne est-elle favorable au Mercosur alors qu'elle a une agriculture très importante? Il y a plusieurs pays en Europe qui ne sont pas contre cet accord de libre-échange. Et c'est trompeur de se dire, on est en France et on a l'impression que tout le monde est contre cet accord de libre-échange. Mais si on voit ailleurs en Europe, on voit très bien que la situation est très différente, et même au Parlement européen. Quand on parle de Manon Aubry qui parlait d'une façon très remontée contre le traité de libre-échange, il faut dire qu'elle est en minorité, même à la gauche du Parlement européen, par rapport à ces traités. Il y a beaucoup de députés socialistes allemands, espagnols et d'autres pays qui sont favorables et qui vont voter favorablement à cet accord. Une fois de plus, je vous dis, je ne pense pas que le moment soit le bon pour discuter cet accord de libre-échange. Le monde change rapidement et je pense que ce traité est restreint à un moment où on est à la frontière d'une nouvelle époque économique mondiale. Mais il ne faut pas croire que la résistance française ou de certains lobbies ou de certains partis politiques ou de certains intellectuels en France soit la résistance de l'Union, de l'Europe contre les traités de libre-échange. Ce n'est pas l'Union européenne qui cherche à nous imposer un traité de libre-échange. Il y a ailleurs qu'en France, il y a un certain consensus favorable à des accords de libre-échange. Il y avait quand même eu une majorité au Parlement européen en 2020 contre la ratification de l'accord en l'état. On va voir là. Et je pense qu'on connaîtra la réponse rapidement. On passe à la question suivante de Harold. Harold, il vous demande, peut-on déduire que les mécanismes économiques et financiers, tant au niveau européen que mondial, sont responsables du déclin et des difficultés du monde agricole aujourd'hui? Bien évidemment, une partie. J'évoquais tout à l'heure la notion de concurrence déloyale. Ça va mener clairement à la disparition d'un certain nombre de filières agricoles, un certain nombre de productions, et de fait, un certain nombre d'exploitations vont disparaître. Donc clairement, aujourd'hui, il y a une mise en péril de l'agriculture française. C'est un des premiers facteurs, mais beaucoup d'autres, et c'est pour ça aussi qu'on va se remobiliser dans les jours à venir. L'activité agricole, aujourd'hui, elle est très, très menacée, peut-être plus que jamais. J'aurais une question. Pourquoi ne pas réfléchir à l'adaptation de l'agriculture française suite à un accord de libre-échange? C'est-à-dire, la filière, la production du sucre va périr, et je regrette ça et je souhaite que ça ne se produise pas. Mais on pourrait éventuellement réfléchir à la suite, non, à l'adaptation, à l'intégration de cette filière, de ces producteurs à une nouvelle filière, non? Enfin, si on suit votre raisonnement, on va faire la même chose sur la filière du sucre, de la viande bovine, du miel. On va devoir, j'ai envie de dire, supprimer une grande partie de nos productions agricoles françaises, alors que ce n'est pas du tout l'intérêt, l'enjeu. L'enjeu environnemental, c'est d'avoir une diversité de productions agricole et d'avoir des emplois aussi en local. Alors sur l'aspect de l'anticipation, la façon de raisonner l'agriculture française, aujourd'hui, on est l'une des professions qui est très tournée vers les nouvelles technologies, vers l'innovation. Mon premier outil sur mon exploitation, c'est pas mon tracteur, c'est mon téléphone portable. En lien avec l'analyse du climat, des cours du marché, etc. C'est quelque chose de Justement,
Pardon, terminez votre phrase. C'est quelque chose de très important et ça nous permet d'une certaine façon à répondre aux enjeux climatiques, à l'évolution du climat qui peut également là aussi faire évoluer les productions. On a de nouvelles productions qu'on ne faisait pas avant, qui arrivent parce qu'on ne peut plus faire telle ou telle culture pour des raisons, si je puis dire, climatiques. Sur le mécanisme des prix, sur le matériel, justement, vous en parliez aussi de l'équipement. Il y a Ozen qui nous demande, les agriculteurs sont tous énormément endettés, essentiellement à cause des acquisitions d'engins toujours plus gros et toujours plus chers. Vous parliez de vos tracteurs. Ne payons-nous pas leurs investissements dans le prix de leurs produits ? Est-ce que vous répercutez le prix de vos investissements dans vos produits ? Forcément. Alors aujourd'hui, on est une exploitation agricole, on est agriculteur avant tout, mais on est aussi une entreprise. Pour gagner de l'argent, si je puis dire, on doit produire. Et comme un chef d'entreprise, on doit investir dans notre outil de production. Alors oui, c'est du matériel agricole, mais cette innovation que j'évoquais tout à l'heure, l'innovation, elle va vite. Vous pouvez voir les progrès autour d'un ordinateur, d'un smartphone, avec l'IA, etc. Et donc cette nouvelle technologie, qui est aujourd'hui très importante pour l'activité agricole, elle a un coût, bien évidemment. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le matériel agricole coûte cher, mais aujourd'hui, cet investissement à travers du matériel agricole, nous permet de réaliser un certain nombre d'économies sur l'utilisation des engrais, des intrants agricoles, facilite, si je puis dire, le travail au quotidien des agriculteurs. On a beaucoup parlé de pénibilité. Et ce métier agriculteur a évolué dans le bon sens grâce à la mécanisation. Un point qui est lié là aussi à l'évolution à travers la mécanisation, c'est le manque de main-d'œuvre. Avant, une grande partie de la population travaillait sur les exploitations agricoles. Et aujourd'hui, il y a moins en moins de gens qui veulent aller travailler dans les champs parce que malheureusement, la terre, elle est basse et il faut se baisser pour pouvoir aller cueillir les légumes. Et c'est physique comme métier, merci. Merci. Et puis un G20 au Brésil qui arrive d'ailleurs, et je crois une réunion du Mercosur aussi, donc on en saura un peu plus aussi sur ce dont on parlait, de cet accord éventuel. Merci à tous les trois, Clément Torpier, Mathilde Dupré, André Netto, d'être venus sur France Info. Merci Séverine.